Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre événement intitulé Garantir l'accessibilité des services municipaux d'approvisionnement en eau. Je m'appelle Melissa Gorandi-Novak, je suis analyste en apprentissage et en production de connaissances au PNUD, dans le cadre de l'initiative pour l'action locale en faveur des ODD. Il s'agit du deuxième webinaire de l'année 2026, organisé dans le cadre de la série Solutions locales pour les ODD. Cette initiative du PNUD met en lumière la matière dont les gouvernements locaux et régionaux mettent en œuvre le programme de développement durable à l'horizon 2030, au moyen des solutions concrètes et adaptées aux réalités locales. Cette initiative s'inscrit également dans les activités de l'unité d'action locale du PNUD. Nous allons vous présenter deux études de cas principales qui seront au cœur de cette session. Avant de commencer, permettez-moi de vous donner quelques consignes pratiques. Ce webinaire sera enregistré en anglais, en espagnol et en français. Un service d'interprétation sera également proposé dans ces trois langues. Pour accéder aux canaux d'interprétation, cliquez sur la petite icône en forme de globe située en bas à droite de votre écran, puis sélectionnez la langue de votre choix. Je vous invite à utiliser le chat pour vous présenter, poser vos questions et partager vos expériences. N'hésitez donc pas à l'utiliser pour nous faire part de vos questions et de tout ce que vous souhaitez partager avec nous pendant le webinaire. Je modérerai le chat et je partagerai également plusieurs liens ainsi que des informations importantes à la fin du webinaire, afin que vous puissiez en apprendre davantage sur les travaux du PNUD liés à ce sujet, ainsi que sur ces programmes concernant les gouvernements locaux et régionaux. Après ces quelques consignes pratiques, je vais maintenant vous présenter les intervenants. Nous avons le plaisir d'accueillir des intervenants de renom. Nous commencerons par la présentation de Nathalie Rodriguez-Triana, directrice adjointe de l'innovation publique de la ville de Bogota en Colombie. Nous écouterons ensuite la présentation de Moses Matiaï, directeur général de la ville de Windhoek en Namibie. Enfin, nous avons également le plaisir d'accueillir notre excellente modératrice qui accompagnera les deux intervenants et animera la présentation des deux études de cas. Marie Mathias, responsable mondiale des questions relatives à l'eau. Marie, je vous cède maintenant la parole pour animer cette session. Merci beaucoup Mélissa et merci à toutes et à tous d'être présents, en particulier à Moses et à Natalia. Nous vous souhaitons la bienvenue ainsi qu'à l'ensemble de notre public. On m'a demandé de vous présenter brièvement le portefeuille du PNUD consacré à l'eau. Je suis responsable mondial des questions relatives à l'eau. À ce titre, je contribue à coordonner, ou plus exactement, je coordonne les projets et les activités du PNUD dans ce domaine. Notre portefeuille est en réalité particulièrement important. Nous menons actuellement des activités liées à l'eau dans plus de 161 pays, en travaillant sur l'ensemble des 17 objectifs de développement durable. La valeur totale du portefeuille consacré au projet axé sur l'eau s'élève à environ 2,54 milliards de dollars. Nous travaillons actuellement sur un peu plus de 550 projets spécifiquement consacrés à l'eau. Parmi ce très grand nombre de projets, tous ne concernent pas directement les zones urbaines, mais beaucoup d'entre eux entretiennent des liens très étroits avec les enjeux urbains. Pour être tout à fait honnête, l'eau est l'un des sujets qui me passionne le plus. Il ne s'agit pas simplement d'un thème ou d'un secteur. L'eau constitue un véritable facteur d'intégration. Je suppose que toutes les personnes participant à cet appel ont au moins une certaine compréhension, sans quoi vous ne seriez probablement pas ici. En effet,
qu'il est question d'approvisionnement municipal en eau, les municipalités dépendent entièrement de cette ressource. Si nous observons l'histoire et les différentes régions du monde, nous constatons que là où il n'y a pas d'accès à l'eau, il n'y a pas de ville. Les villes ne peuvent pas exister sans accès à l'eau douce. Cela n'a jamais été possible et ne le sera jamais. Les êtres humains ne peuvent pas vivre sans eau. Nous pouvons vivre, vous le savez, environ 3 mois sans manger, 3 heures ou 3 minutes sans respirer, mais seulement 3 jours sans boire. Or, l'eau que nous buvons est principalement fournie par les services municipaux. Un aspect important doit être pris en considération, quel que soit l'endroit du monde où nous nous trouvons. Lorsque nous étudions les civilisations qui se sont effondrées et les villes qui ont cessé d'exister, nous constatons souvent que leurs sources d'eau avaient disparu ou s'étaient asséchées. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où nous ressentons les effets du changement climatique, de l'urbanisation rapide et de la croissance démographique à l'échelle mondiale. Les pressions exercées sur nos systèmes municipaux d'approvisionnement en eau deviennent de plus en plus fortes et dépassent souvent les ressources disponibles. Il s'agit donc d'un problème principal sur lequel il faut se concentrer. Et quand je parle en effet des problèmes liés à l'eau, je répète à chaque fois que ce n'est pas facile en effet parce qu'il s'agit d'un thème assez complexe. On peut avoir, et j'espère qu'on va avoir et partager des idées très intéressantes grâce à ce webinaire et d'autres webinaires par la suite. Donc, on va se concentrer sur l'eau gérée par les municipalités. Il y a plusieurs aspects sur lesquels on doit se concentrer, également les transports, la mobilité. Donc, tout cela demande un accès à l'eau. Et si l'accès à l'eau n'est pas assuré, on devra faire face à des défis majeurs. Il y a également d'autres défis, bien évidemment, en cours auxquels il faut réfléchir. Normalement, quand on pense à l'eau, on pense également à l'eau potable. Donc, l'eau potable doit être de haute qualité. Il faut garantir donc cette qualité pour faire face également à l'augmentation accrue de la demande et l'eau doit être accessible à tout le monde. On peut penser par exemple à la situation à la ville du Cap, à Cape Town. Il y a quelques années, ils ont passé des jours entiers sans accès à l'eau et cela donc a eu un impact sur la ville entière. Tout le monde a eu besoin de faire face à cela. On ne veut pas entrer dans ce type de détails, mais il y a également plusieurs impacts en effet à gérer. On doit également penser aux victimes, en effet, d'un manque d'accès à l'eau, notamment en effet pour les pays les plus vulnérables, les pays en voie de développement également. Dans ce cas-là, on parle d'un manque d'accès à l'eau qui se lève à 75%. Mais on doit penser également que quand on a accès à l'eau, on doit la consommer de façon consciente et intelligente. On doit toujours fermer le robinet, par exemple, quand on termine d'utiliser l'eau. Il y a d'autres solutions qui pourraient être mises en place, des solutions supportées par l'intelligence artificielle, par exemple, les nouvelles technologies. Et maintenant, on va continuer donc avec notre webinaire. Je vais donc passer la parole à Natalia qui va nous parler en effet de la situation à Bogota.
pour comprendre quelle est la situation dans ce pays et quelles sont les solutions adoptées par ce pays pour comprendre également comment les services marchent. Donc maintenant, je vais passer la parole à Natalia, en effet, pour votre présentation. Merci, Marie. Merci vraiment beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. C'est vraiment un honneur, un plaisir d'être ici et de partager notre travail concernant les projets sur le municipal. On est très content d'avoir de l'espace d'en parler avec vous et on est très reconnaissant de partager avec vous notre expérience et notre langage. Donc, je vais continuer en espagnol. Je vais commencer en donnant un contexte sur Bogota, une ville de la Colombie. En Colombie, l'approvisionnement de l'eau, c'est très important. On a eu en 2024 une crise sur l'approvisionnement de l'eau. Vous pouvez voir quelques photos sur la diapo de Bogota en avril 2024. Il y a un système de 4 bassins concernant l'approvisionnement de l'eau dans la ville de Bogota, les municipalités à côté. Il y a une capacité de 60% de ces bassins que vous pouvez voir sur la diapo. Vous pouvez voir le bassin et les réservoirs. Il travaille pour l'approvisionnement de l'eau et il contribue à 70% de l'approvisionnement et l'eau. Il y a eu des changements à cause de la quantité des précipitations qu'on s'attendait et il y a eu aussi un assèchement en 2024. Comme je disais, il y a eu une grande crise et une rationalisation de l'eau. Et il y a eu des mesures qu'on a dû prendre en ces moments-là. Et cette crise-là a duré pendant plus ou moins 12 mois. Cette crise a été une opportunité. Bien sûr, elle a causé de défis d'approvisionnement, de défis de accès à l'eau. Et on a travaillé avec l'administration, les municipalités, et ils ont créé une stratégie de sécurité. Ils ont commencé à prendre des décisions très importantes et très sérieuses pour trouver une solution aux défis techniques qui étaient fondamentales. Et les équipes avaient beaucoup de plans sur la planche. Ils ont trouvé de possibilités pour travailler avec les laboratoires pour comprendre comment s'adapter à ces défis. Les défis qui se sont présentés avec cette crise et avec le changement du comportement qu'on a dû mettre en œuvre dans cette émergence-là. C'est en ces moments qu'on est entré à les IBO, les laboratoires d'innovation de la ville de Bogota. On a eu besoin de travailler ensemble et on a dû se poser la question. Donc, comment millions de personnes vont changer leur style de vie? Comment pouvons-nous faire pour s'adapter? Euh, pouvons-nous conquérir la confiance des citoyens? Donc, on a dû se renouveler à nouveau et comprendre comment trouver une solution dans une ville qui est entourée des montagnes. Donc, on s'est posé différentes questions, comment on pouvait rendre accès à l'eau. Donc, ce qu'on a fait est euh, euh, on a créé un workshop sur les sciences comportementales et vous pouvez voir sur les diapos les résultats. On a eu plus de 30 experts sur les sciences comportementales venant de la Colombie, venant du secteur public, privé pour essayer à répondre à ces défis, à trouver une solution. Et le résultat était 144 idées. Donc, quel type de stratégie pourrait nous aider
à faire face à une crise si grande. On a compris différentes catégories et niveaux. Je vais en partager avec vous quelques-unes. Mais le problème est que les personnes ne comprenaient pas combien d'eau il était en train de consommer. Quand on parle d'épargner de l'eau, beaucoup de personnes pensent à obtenir de l'eau. Donc, obtenir de l'eau dans leur maison. Mais en vrai, on devrait réduire la consommation de l'eau dans les maisons parce que le message est très contradictoire, hein. Donc, on a dû bien se concentrer sur la communication. Il y a des discussions différentes. On a dû commencer à parler la même langue pour changer le comportement. Il y avait une sensation d'abandonnement dans les citoyens. Il y avait de l'eau dans les bassins, mais pas pour la ville. Donc, les personnes croyaient que le niveau du bassin est en train d'augmenter. Mais en vrai, il n'était pas le cas. Donc, même s'il y avait des précipitations, il n'y avait pas une collection de l'eau. Donc, on a dû trouver des mécanismes pour renforcer la stratégie et pour évaluer ce qu'il pourrait faire. Donc, la première chose qu'on a fait est aligner tous les mondes pour trouver une solution à ces défis, pour communiquer avec la communauté, avec avec les citoyens. Il y avait aussi des experts qui ont dit que quand on communique seulement les aspects négatifs d'une crise, le cerveau s'enferme sur lui-même, hein. Donc, on a dû se concentrer sur la communication. On a dû souligner que le monde n'était pas sur le point de terminer. Il y avait juste une pénurie d'eau. Et ça, c'était la réalité. Donc, on a dû expliquer la réalité était sérieuse, mais aussi on a dû expliquer comment changer la situation. Donc, on a dû se concentrer sur les comportements. On a compris que le changement pouvait être fait dans les ménages et dans les maisons. Donc, on a construit des discussions ciblées sur comment avoir un impact. Par exemple, prendre une douche. Il fallait donc prendre une douche plus bref, ainsi qu'on pouvait épargner de l'eau et réutiliser peut-être l'eau qu'on avait utilisée pour prendre la douche. Donc, si demain ils vont couper l'eau dans notre maison, on peut utiliser l'eau qu'on vient de collecter pendant qu'on prend la douche, par exemple. Donc, on a dû changer notre point de vue et la stratégie englobe plusieurs points. On a essayé de rendre plus clair possible pour tout le monde comment ce changement aura lieu. Donc, on a voulu le faire à travers la musique, à travers différents messages et channels sur WhatsApp avec des messages qui étaient très clairs concernant les changements on était en train de faire pour la rationalisation de l'eau. Je crois que c'est aussi très important le redessinement de la facture de l'eau. C'était dessin général au début, et qui avait 24 ans. On a compris qu'on avait besoin de renouveler la facture de l'eau pour la rendre plus moderne. On a dû comprendre qu'on avait besoin d'un changement. Numéro un, la facture de l'eau était directement adressée au ménage. Il fallait donner de l'importance aux familles. Et surtout, la facture de l'eau devait être claire parce que les personnes devaient avoir confiance.
Et on a ajouté deux informations personnalisées sur la facture d'eau, comme vous pouvez voir sur la diapo. Et pour les citoyens de Bogota, normalement, ils préféraient recevoir la facture de l'eau directement chez eux, même si au début, ils recevaient la facture de l'eau de manière numérique. Mais ils préféraient toucher la facture de l'eau. C'est plus matériel. C'est pour ça qu'on a choisi d'envoyer directement les factures de l'eau chez les citoyens. Je vais juste vous montrer quelques photos d'activités qu'on est en train de dérouler. On a commencé d'entretien avec les fonctionnaires qui travaillent pour les facteurs de l'eau avec les compagnies hydriques pour comprendre et pour leur faire comprendre les comportements et les préférences des citoyens. On a parlé avec les experts, avec les associations, ainsi pour avoir les points de référence de chaque ville. On avait différents points de contact et on a compris ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ce qu'on pouvait euh, implémenter et ce qu'on pouvait éliminer. Donc, on a eu plus de 40 validations par les citoyens et on a eu aussi 31 interactions pour des nouvelles propositions. Donc, on a compris euh, quel type de facture d'eau était le meilleur et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a redessiné. Je vais vous montrer maintenant. Vous pouvez voir le nouveau dessin, la nouvelle structure narrative, notre facture d'eau. Donc, c'était important d'avoir une langue très claire, par exemple, la salutation au début. Hola, on s'est câlin. Ce qu'on voulait était de faire une confrontation entre la consommation du passé et la consommation présent. Donc, rouge, si la consommation présent était majeure par rapport au passé, et vert, si la consommation présent de l'eau est mineure par rapport au passé. Ça, c'est la partie intérieure de la facture de l'eau. On a inséré les paiements et la consommation parce qu'on a compris que pour les citoyens, pour d'avoir très clair dans leurs yeux la consommation et la quantité de l'eau consommée et le paiement à faire. Et ici, on a aussi ajouté des informations très utiles et des suggestions pour ce qui concerne comment épargner de l'eau. Par exemple, on faisait aussi des comparaisons sur les facteurs de l'eau concernant les bouteilles de l'eau utilisées sur la facture de l'eau et les numéros de bouteilles d'eau par jour. Donc, on a compris qu'il fallait plus de transparence dans la calculation du paiement de la facture. Et je voudrais bien conclure en disant que ça, c'est la dernière diapo. Ça, c'est la nouvelle facture. Les secteurs publics est en train encore de l'implémenter. On est encore en train de travailler. Si on peut encore implémenter l'innovation, on peut éduquer les citoyens pour réduire la consommation de l'eau et pour être plus durable. Et pour parler directement aux citoyens pour face à une crise si grande comme celle-ci qu'on est en train de vivre et celle qu'on a vécue en avril 2025, concernant la crise concernant le boss. Et on a eu la possibilité
de réduire ces cas-là la consommation par habitant. Merci beaucoup. Merci, vraiment. C'était une habilité très importante de changer les comportements des citoyens, de réunir toutes les idées, les suggestions pour les citoyens. Avant Moses, avant son expérience, je voudrais peut-être lui demander s'il a des questions à faire, des questions rapides à poser à Natalia concernant l'expérience. Peut-être ce qu'il s'est passé, ce qu'ils ont fait au Bogota peut être utile. Moses, est-ce que vous avez deux questions? Merci, merci vraiment, Marie. C'était vraiment extraordinaire et je voudrais adresser mes congratulations à Natalia pour cette présentation pleine d'informations. Je voudrais peut-être comprendre rapidement comment il s'est passé. Vous avez parlé de changement et des sanctions comme partie de la stratégie implémentée. Donc, quelles étaient les incitations fournies aux participants concernant tous les changements qu'il fait faire pendant les processus pour implémenter la stratégie? Je crois que ça, c'est la question, la première question. Comment cette stratégie a aidé à résoudre les problèmes pour permettre ou pour continuer à assurer que le système de l'eau marchait parce qu'il y avait une sensation d'urgence, je crois, par les points de vue du comportement des citoyens. Donc, je voudrais bien vous poser cette question. Merci beaucoup. C'est une question vraiment intéressante. Merci beaucoup, Monsieur C, pour votre question. La première chose que je voudrais dire concerne les changements de réglementation en Bogota. Les surcharges étaient essentielles, étaient très claires quand on parle de vraiment une grande quantité de mètres cubes. Euh, donc, il fallait faire une calculation avec ce qu'il était consommé en utilisant le mètre cube. Donc, on devrait comprendre comment aider la communauté en termes de répercussions sur les budgets et sur les ménages. Et deuxièmement, on a commencé à imposer des sanctions si on lavait les voitures dans l'espace euh, public. Et il y avait différentes sanctions. Était un rôle très strict, on dirait. Donc, dans cette manière, on a cherché à reporter les personnes qui étaient en train d'utiliser l'eau d'une manière incorrecte. Et je voudrais dire qu'on devrait comprendre que la punition était importante. On avait besoin de la punition, de sanctions pour être entendu par les citoyens. Il y avait un besoin pour la communauté de comprendre. On avait besoin des sanctions pour
implémenter la stratégie parce que la stratégie toute seule n'était pas assez. Donc, on a aussi utilisé des, une correcte communication, des campagnes de sensibilisation pour les citoyens parce qu'on était en train d'expériencer une crise, mais on devrait vraiment retourner à la réalité pour comprendre la crise et comprendre comment faire face aux défis pour rentrer à la situation normale. Et le processus nous a donné vraiment beaucoup des idées et des décisions à prendre. Incroyable. C'est vraiment une manière excellente de regarder à la situation et en crise et en urgence si grande. Je voudrais vous remercier pour la réponse. Moses va avoir sa présentation maintenant et après il va y avoir d'autres questions. Merci, Mary. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de partager notre expérience et être un participant de ces webinaires pour parler de comment on est en train de travailler sur l'accessibilité de l'eau municipale. Je vais commencer ma présentation. Est-ce qu'on peut continuer avec les cours? Merci. Le contenu sera différent. On va parler du contexte général pour ce qui concerne l'accès, l'approvisionnement de l'eau à Namibia et à Windhoek. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'est passé? Et l'acceptation publique. Je voudrais juste vous donner un contexte. C'est processus a commencé à Windhoek, une ville en Namibia, il y a 56, plus de 56 années. Et Windhoek était une zone qui avait une situation de l'eau particulière. On peut continuer avec les diapos, s'il vous plaît. Si vous regardez au contexte de cette image, il vous démontre où Namibia est. Et vous pouvez voir qu'il est entouré par deux déserts sur les parties nord et sur la partie de l'est. Et donc, cela a sûrement des influences sur la condition de l'eau au Namibia. Vous pouvez voir les zones qui sont entourées, qui Namibia, euh, euh, qui sont à côté de Namibia. Normalement, il y a des ressources d'eau de surface qui proviennent des fleuves. Par exemple, vous pouvez voir les connexions qui fournissent l'eau et ces lignes représentent aussi l'eau souterraine, l'eau qui provient, par exemple, des précipitations qui présentent dans les pays. Vous pouvez voir les ressources et l'approvisionnement de pays. Il y a différents euh, parties de la ville avec un accès différent à l'eau. Vous pouvez voir sur les points rouges, il y a un carton et
Et à Windhoek, il y a aussi des populations à nous, elle, qui est autour de 160 millimètres. Et qu'est-ce qui se concentrer sur la demande et sur les projections de demande. La population a augmenté en 1909 et après la Deuxième Guerre mondiale, la situation démographique était, on peut dire, optimale et a commencé à augmenter. Et l'on était en train de pomper, de créer des fontaines, surtout en 1950. Vous pouvez voir la zone de Windhoek pour ce qui concerne l'approvisionnement de l'eau. Il y a différents barrages qui ont été créés. Là, par exemple, le barrage des Galangad avec une capacité de 3,6 mm3. Et ce barrage a été construit en 1959. Et en 1911, il y a eu le développement des aquifères. Et en 1933, il y a eu le développement de barrage avec une capacité de 2,4 mm. Il y a eu une crise hydrique en 1957 et tout cela nous a fait à un moment et où on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait une surestimation en 1960 majeure des 100%. Et comme on disait, la capacité du barrage de Garengab était de 3,6 millions de millimètres cubes. Donc, on a dû se concentrer sur la situation historique de l'approvisionnement dans notre pays. Et ensuite, au fil des années 60, la population a commencé à augmenter et donc la consommation d'eau a commencé à augmenter également. Nous avons besoin donc de plus de sources d'eau. Donc nous avons commencé à travailler avec nos ingénieurs pour explorer toutes les possibilités. Nous nous sommes concentrés tout d'abord sur le barrage Davis pour donc prélever encore plus d'eau. Et le prélèvement moyen atteint au cours de la durée de vie initiale était de 0,37 millions de millimètres cubes par an. Et bien évidemment, nous nous sommes concentrés donc sur toutes ces ressources. Nous nous sommes concentrés également sur le barrage de Goren Gab et sur la nappe aquifère de Windhoek, un champ de captage. À l'époque, nous avons compris que le nappe aquifère de Windhoek nous donnait la possibilité d'obtenir jusqu'à 3,1 millions de millimètres cubes d'eau par an, mais seulement en cas d'urgence ou alors quand la saison le permettait. Donc, faire face à la crise de l'eau a demandé plusieurs actions, notamment lors de la crise de l'eau de 1957. Parce que nous avons eu de grandes difficultés en effet pour faire face à la demande grandissante d'eau. Nous avons commencé à mettre en pratique le rationnement de l'eau pendant la période de sécheresse, mais également pendant la période de pic de demande. Nous avons demandé également de l'aide
à d'autres institutions, à d'autres commissions. Donc, nous avons nommé une commission exécutive créée en 1958 et également cette commission exécutive a donné des instructions bien précises. Donc, par exemple, déterminer les besoins en eau de Windhoek pour l'avenir de façon plus prévisible, mais également un examen de ressources disponibles et une recherche de ressources supplémentaires. Voilà donc les solutions proposées par la commission exécutive déjà en 1958 pour la maîtrise de l'eau, la maîtrise également des pertes d'eau. La Commission avait compris que la dérivation de la rivière Michaelis vers le barrage d'Avis n'était pas viable sur le plan économique, tout comme la dérivation des eaux de débordement du barrage de Hovenung vers le barrage d'Avis. Cela aurait été trop cher. On a quelques problèmes de connexion en ce moment-là. Je suis désolée, mais je vous remercie, Moses. Donc, on va juste euh, nous arrêter pour le moment, juste pour comprendre si on va rétablir la connexion avec vous. Donc, je vais partager les questions qu'on a déjà reçues, en effet, dans le chat. Très bien. De cette façon, on peut commencer à répondre à ces questions-là. Donc, parmi les questions que nous avons reçues, il y a une question qui concerne le manque de données. Mais en effet, il s'agit d'une question très spécifique pour le UNDP. Donc, Natalia, comme vous êtes encore là, on va bien profiter en effet de votre présence et je vais vous poser également quelques questions. Et je vais vous poser cette question-là. Comment est-ce que la nouvelle configuration, en effet, de la facture de l'eau a modifié également les comportements des citoyens? Merci beaucoup, en effet, à vous, Mary. Merci beaucoup à l'audience en général, à notre public pour la question. Donc, nous avons mesuré en effet les impacts de ce changement, mais nous sommes encore en train de vérifier en effet ces impacts au sein de la ville. Au sein de la ville, nous avons également mis en place des mesures plus spécifiques, des stratégies plus spécifiques. L'idée était de montrer de façon plus compréhensible les mètres cubiques d'eau utilisés et prélevés du système. Donc, pour le moment, nous sommes encore en train de mettre en œuvre ces mêmes stratégies pour vérifier en effet s'il y aura des améliorations dans l'avenir. Mais les réductions de consommation dans une ville comme Bogota se basent sur la mise en œuvre de plusieurs stratégies. Nous devons et nous avons déjà mis en œuvre des stratégies assez innovantes et en 2025, quand nous avons arrêté pour la première fois ces mesures, nous avons vu une diminution de presque 50% en effet de la consommation d'eau. Hmm, Mais pour le moment, nous avons juste des données assez, assez partagées. Très bien, c'est
toujours très, très intéressant en effet de pouvoir collecter des données, de pouvoir les analyser également, notamment quand on voit des grands changements et on se pose la question de comment on est arrivé à ces changements. Donc, je pense que le cas de Bogota est tout à fait important et intéressant. Donc, Moses est revenu. Donc, on peut reprendre avec votre présentation. Oui, très bien. Merci beaucoup, Marie. Et je suis désolée en effet pour ce petit souci de connexion. Donc, je parlais également des autres zones qui avaient été considérées. On a également des barrages temporaires. Donc, tout d'abord, le projet de barrage de Gammams pour la confluence des rivières Gammams et d'autres rivières. Et puis, une autre voie qui devait encore être explorée, qui concerne le projet de barrage de Zouakop. Donc, la commission exécutive a continué son travail à mise en œuvre de mesures de contrôle des pertes d'eau. Et en 1960, la commission s'est concentrée sur la proposition d'initiative afin de réutiliser l'eau, donc qui était donc la solution la plus économique. Une réutilisation qui s'est avérée suffisante jusqu'en 1967 et puis a continué avec le projet de barrage de Zouakop qui devait être construit avant de celui de Gammas. Donc, comment cela s'est-il passé? Donc, le traitement direct de l'eau réutilisable était considéré comme possible pour Windec. Donc, un traitement direct des eaux usées à des fins potables était envisagé déjà en 1956. En effet, le seul problème en ce qu'elle a concerné l'acceptation publique de la part du public, en effet, en ce qui concerne ce type de projet. Et la réutilisation, la récupération a commencé déjà au fil des années 60. Le lancement du projet était initialement prévu pour 1961, mais il a été retardé. Et donc, une étude pilote a été menée jusqu'à 1966 et les débuts des travaux de construction datent en effet de 1967 et les travaux ont été terminés en 1968, donc à l'année suivante. Le début de la production date à nouveau de 1968, juste temps pour éviter une nouvelle sécheresse. Et le projet de barrage, du barrage de Zouakop a été achevé en 1970. Tandis que le projet de Gammams n'a jamais été réalisé. Donc, suite à la mise en œuvre du projet pour la réutilisation de l'eau de Windec, une usine standard a été construite en Afrique du Sud en tant que centre de recherche de démonstration permanent. Et ce processus de traitement a amené à des améliorations en ce qui concerne le traitement des eaux usées en amont. Donc, par exemple, l'introduction d'un circuit de traitement par bout activé en remplacement du biofiltre ou alors l'amélioration de la qualité des effluents de la station d'épuration en termes d'élimination de nutriments. Et au cours de la période initiale, le suivi a été assuré par 4 laboratoires indépendants différents. Et
nous nous sommes concentrés également sur l'utilisation des nouvelles technologies à l'époque de nouvelles technologies. Si on regarde ces deux images, on peut voir donc à gauche la situation initiale. Donc, la filtration des eaux et le système d'épuration des eaux au début, tandis que l'image à droite montre la situation actuelle à présent. Donc, la station d'épuration de Windhoek pour donc transformer les eaux usées en eau potable et utilisable par la population. Donc, voici les principes de réutilisation utilisés par la ville de Windhoek. Donc, l'origine de l'eau concerne donc les eaux usées des foyers. Il y a eu dès le début, en effet, une séparation de tous les affluents industriels dans une zone de drainage distinct et un traitement dédié. Le cycle était contrôlé, surveillé à 100%. Donc, un suivi depuis le point de rejet jusqu'au point de prélèvement par le consommateur final pour donc avoir une conformité à l'ensemble de processus de traitement par unité. Nous avons mis en œuvre également un traitement biologique efficace afin d'éliminer les composants biodégradables, comme les nutriments, au cours du processus de traitement. Nous avons mis en œuvre un traitement à barrières multiples et nous avons mis en œuvre également des activités pour la sensibilisation et la communication efficace et ouverte envers la population. En ce qui concerne donc l'acceptation par le public, nous avons eu la possibilité de réduire de 20 à 25% la dépendance de Windhoek vis-à-vis de sources d'eau extérieures. On peut donc comparer la réussite de ces projets à la première greffe cardiaque. Et bien évidemment, on a dû faire de démonstrations avec la population pour les convaincre à propos du fait que on avait de l'eau potable à 100% potable, traitée également d'un point de vue scientifique, testée d'un point de vue scientifique. Nous avons fait des démonstrations, nous avons invité la population à venir voir la station d'épuration et nous avons été les premiers, en effet, à boire l'eau devant la population pour donc augmenter leur confiance. Et en effet, déjà à la fin des années 70, la population était à 100% convaincue à propos du succès de cette station d'épuration. En outre, la pénurie d'eau et l'absence d'alternatives viables ont contribué à faire adopter cette décision initiale. En plus, il y a eu d'autres grandes sécheresses comme au début des années 80 et donc les habitants critiques euh, se sont donc convaincus à propos de la validité en effet de cette solution. Est-ce qu'on peut arriver aux conclusions de cette présentation? Merci. Oui, donc il y a eu plusieurs autres situations au fil des années. Nous avons mené des enquêtes au sein de la ville. Nous avons vu que aujourd'hui, 85% de la population est convaincue du fait que l'eau est suffisamment potable, que l'eau est recyclée. 44% de la population est à connaissance du système de réutilisation de l'eau et donc on peut dire que après plusieurs années, les connaissances en la matière de la part de la population ont augmenté. En ce qui concerne l'impact durable, là, je vais donc arriver à la fin de ma présentation. On peut voir donc que la production d'eau réutilisée a augmenté au fil du temps et on espère que cette production continuera à augmenter également au fil des prochaines années. Les prévisions que je suis en train de vous montrer arrivent jusqu'à l'année 2050.
Et on peut voir que on espère puiser en effet l'eau également à partir d'autres sources telles que la nappe aquifère. Là, on peut voir donc d'autres alternatives d'augmentation à long terme. Nous avons déjà commencé à parler de tout cela au sein du gouvernement. Donc, le fait d'utiliser également l'eau à partir du fleuve Kawango et mettre en œuvre une autre station d'épuration auprès de ce rive pour donc pouvoir puiser plus d'eau pour la population et donc arriver à une production satisfaisante. En ce qui concerne la possibilité et les stratégies d'approvisionnement en eau, nous avons donc mis en œuvre cette initiative, cette stratégie à la pointe en ce qui concerne la réutilisation de l'eau à partir des eaux usées, de l'eau non potable pour la transformer en eau potable. Et cela donc a des avantages pour les moments de sécheresse. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails pour cette diapo, donc on peut passer à la suivante. Donc, en ce qui concerne l'avenir de ce système de réutilisation, donc pour le moment, on espère augmenter le potentiel de réutilisation avec une récupération supplémentaire, donc développer une usine supplémentaire de récupération directe d'eau potable d'ici 2029 pour remonter la capacité de 21 000 mètres cubes jusqu'à 31 000 mètres cubes par jour. Et puis, pour la deuxième phase, on aimerait bien poursuivre le développement de l'usine supplémentaire de récupération directe d'eau potable et augmenter la capacité de 31 000 mètres cubes à 41 000 mètres cubes par jour. Et le volume total d'eau recyclée ne doit pas dépasser 50% de la demande. Gestion des ressources en eau. En effet, Moses, je suis désolée de vous interrompre à nouveau parce que nous avons juste 5 secondes pour terminer la présentation. OK, on peut passer à la diapo suivante, donc. Dans cette diapo, je vous montre la gestion des comportements de consommation, notamment dans une zone assez sèche ou alors qui doit faire face à des sécheresses assez souvent. Donc, les défis de la gestion de l'eau concernent des pertes d'eau dans le système ou alors des ruptures de canalisation fréquentes, des fuites non détectables et on peut voir grâce donc grâce à cette diapo que les grandes réalisations en matière de gestion de l'eau nous ont donné la possibilité de gérer de façon plus efficace la consommation de l'eau. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Mary. Merci à vous, Moses. Donc, je crois qu'on pourra donc rendre les présentations téléchargeables pour nos participants. Parce que je crois que là, on a eu deux présentations tout à fait intéressantes. Donc, de façon très, très rapide, nous avons reçu une question de la part de notre public à propos du support et comment on peut donc supporter la municipalité afin de mettre en œuvre ce type de stratégie. Bien évidemment, nous sommes toujours à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Mais maintenant, je demande à Natalia, en effet, de vous poser une question, même si on est un petit peu en retard. Donc, je pense qu'on peut prendre juste 5 minutes supplémentaires pour donc terminer avec cette dernière question. Natalia, est-ce que vous avez une question pour Moses? Oui, merci beaucoup. Donc, sur la base de votre expérience, une expérience tout à fait intéressante, je n'arrive pas à bien entendre Natalia. Je suis désolée. En effet, moi, je l'entends très bien.
Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel est le souci. En effet, vous pose une question à propos de l'acceptation publique. En effet, je n'arrive pas à vous entendre. Peut-être que vous êtes en train d'écouter la traduction en espagnol. Peut-être c'est ça le problème parce qu'on a l'interprétation aussi. Alors, je vais sélectionner espagnol. Non, 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 vous devez juste sélectionner l'anglais. OK, maintenant je vous entends. Très bien. Donc, ma question concerne l'acceptation du public. Quelle est la stratégie la meilleure pour pouvoir augmenter donc l'acceptation de la population face à ce type de proposition? OK, je ne sais pas, Moses, est-ce que vous avez entendu la question? En effet, je ne vous entends pas. Moi, je vous entends. Peut-être un autre problème de connexion. En effet, c'est très bien de pouvoir avoir ce type de conversation, même si on est dans différents pays du monde. Je suis désolée, mais peut-être que la traduction en espagnol ne m'a pas permis d'écouter la question de Natalia, pardon. Donc, la question concernait l'acceptation du public, donc les stratégies pour faire augmenter l'acceptation du public et pour mettre les gens plus à l'aise. Moses, je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, donc l'acceptation du public faisait partie, en effet, de notre stratégie. On s'est appuyé sur plusieurs études scientifiques pour montrer donc la validité de notre proposition. Nous avons travaillé également avec des laboratoires externes pour tester la production en eau. Nous avons testé des échantillons d'eau plusieurs fois pour donc vérifier le niveau de pureté de l'eau. Et nous avons publié ces résultats et nous mettons en œuvre également des campagnes de sensibilisation publique de façon assez régulière. Très bien. Je crois que on pourrait organiser un autre webinaire sur ce même argument, sur ce même sujet. C'est juste une idée pour notre équipe parce que je vois qu'il y a plusieurs questions qui continuent à arriver dans le chat. Des questions tout à fait intéressantes. C'est un dommage, en effet, de ne pas avoir suffisamment de temps pour y répondre. Donc, peut-être on pourra réorganiser un autre webinaire avec les mêmes intervenants pour entrer encore plus dans les détails. En effet, de ce sujet. Donc, Mélissa, si vous pouvez juste prendre note de cette suggestion, de ce conseil, de cette idée. Et j'adore voir en effet les gens si engagés, qui posent beaucoup de questions, qui désirent apprendre grâce à nos intervenants, grâce à l'exemple de Bogota et l'exemple de la Namibie aussi.
et grâce à tout ce que vous avez fait au sein de vos villes, parce que en effet là on parle d'un problème qui met ensemble des aspects technologiques mais également publics ou alors d'acceptation publique et il s'agit quand même de quelque chose de tout à fait important et donc je suis très contente en effet de voir un nombre si élevé de questions dans le chat. J'aimerais bien remercier en effet vous toutes et vous tous parce que on est déjà assez en retard. Et dans le chat, vous pouvez donc repérer également des liens pour approfondir ce sujet et j'espère vraiment qu'on pourra avoir un webinaire de suivi pour continuer cette même discussion parce que à nouveau, l'eau est un bien crucial pour nous toutes et nous tous et le changement climatique rend ce bien encore plus important aujourd'hui. Et le fait d'écouter des exemples de grands succès comme les deux histoires que nous venons et les deux expériences que nous venons d'écouter est quelque chose qui nous rend fiers. Et le UNDP s'engage et s'est toujours engagé en effet pour offrir un support au pays afin de faire face à ce type de problème, pour trouver des solutions, de nouvelles stratégies. Et n'hésitez pas à nous demander du support si vous en avez besoin. J'aimerais bien remercier nos intervenants. Je suis désolée à nouveau pour le retard, mais nous avons eu un excellent webinaire et j'espère vous revoir très bientôt pour parler à nouveau de la gestion de l'eau municipale, partie 2, j'espère. Donc, à nouveau, un grand merci à vous toutes et à vous tous et j'espère à très bientôt. Au revoir.